Il a déjà publié aux éditions Talendier, Oran, 5 juillet 1962, en 2012, Un prêtre à la guerre, le témoignage d'un aumônier parachutiste en 2013, avec le père Christian Venard, La baraque des prêtres, d'Achour, 1938-1945, en 2015, Violette Sabot, de Londres à Ravensbrück, une espionne face au SS, en 2022. En 2019, il écrit Les cages de la Coquetaille, ouvrage qui relate la tragédie du 9 mars 1945 et des jours qui ont suivi. L'inspiration de cet ouvrage trouve sa source dans le passé familial de l'auteur, dont le grand-père, le médecin militaire Michel Rosinski, a connu la captivité avec sa femme et ses enfants dans le camp d'internement de Phnom Penh, dont il sortira très éprouvé. Cet épisode familial a attisé chez l'auteur le désir de comprendre ces événements. Bonjour à tous et merci beaucoup de me recevoir pour évoquer humblement, évidemment, l'épisode du 9 mars 1945 d'un point de vue historique. Je remercie évidemment les autorités militaires de nous recevoir dans ces lieux plus que prestigieux. Merci Monsieur le Président aussi de m'avoir invité à intervenir sur cette question. Alors vous l'avez dit dans votre introduction, en effet, je suis quelque peu concerné familialement par cet épisode qui a beaucoup marqué ma famille, et c'est vrai qu'à l'âge de déjà 40 ans passés, j'ai eu envie d'en savoir plus sur le coup de force japonais en Indochine et sur ce qui s'était réellement passé. Donc je vais vous dire aussi qu'après la présentation rapide que vous avez faite au début de l'office, Monsieur le Président, ainsi que le résumé là aussi très court mais très percutant de Monsieur l'abbé Mangin, je vais dire j'ai plus grand chose à rattraper et à raconter de plus, même si je n'aurais pas forcément assimilé la miracle du poids Jésus-Christ, mais je pense que la comparaison était parlante et en tout cas la conclusion était magnifique. Voilà, donc aujourd'hui, vous le savez, donc, nous repartons en Indochine, nous repartons donc le 9 mars 1945 pour évoquer, je vais essayer de le faire de la plus pédagogique possible, le coup de force japonais, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, sinon mieux que moi, en tout cas aussi bien, ou en tout cas vous l'avez peut-être sûrement vécu pour beaucoup d'entre vous familialement, et donc peut-être que je ne vous apprendrai pas grand-chose, en tout cas je vais quand même m'y efforcer. Donc je vous rappelle que ce jour-là, donc le 9 mars 1945, les 4 protectorats d'Indochine plus la colonie qui compose l'Union indochinoise passent donc sous le contrôle japonais. Pourquoi il m'a semblé intéressant de me pencher sur cette question? C'est parce que je pense que c'est un épisode qui est passé totalement sous les radars de l'histoire et de la mémoire, et il me semblait intéressant de s'y attaquer d'une façon là aussi humblement historique, à partir des témoignages, des archives, pour comprendre vraiment quels étaient les tenants et les aboutissants. Je vous disais que c'est une histoire qui est passée sous les radars de la mémoire et de l'histoire, déjà pour une raison totalement historique, c'est-à-dire que nous sommes vraiment à la fin, à l'ultime fin du second conflit mondial, et la guerre d'Indochine, telle que nous en avons une acception commune, n'a pas réellement commencé. Pour beaucoup d'historiens, ou en tout cas dans l'opinion publique, la guerre d'Indochine commence plutôt vers 1946, j'espère démontrer, et je ne suis pas le seul, c'est en m'inscrivant dans les pas d'autres historiens, qu'il n'en est rien, et que la guerre d'Indochine, en tout cas c'est une hypothèse de plus en plus partagée par les historiens, commence le 9 mars 1945. Quel est le contexte à l'époque? Il faut savoir qu'en France, évidemment, on est bien loin de l'Indochine. En ce 9 mars 1945, le territoire national est quasiment libéré, à l'exception de quelques poches. Quelques éléments sur le front en Europe. Il faut savoir que Cologne est tombée entre les mains des Alliés le 5 mars. Le 7 mars, pour ceux qui aiment le cinéma, et aussi l'histoire bien sûr, les États-Unis ont franchi le fameux pont de Remagen, qui était le dernier pont qui permettait de franchir le Rhin. Donc la libération du continent est en route, et honnêtement, ce qui se passe en Indochine à l'époque est loin des préoccupations de la nation, ainsi que des autorités, même si certains, évidemment, se préoccupent déjà à l'époque de l'avenir de cette partie de l'Empire français. Si la métropole, comme on dit peut-être de façon impropre, se désintéresse à l'époque de ce sujet, et pour des raisons qui ne sont pas forcément condamnables, on imagine quel était le contexte à l'époque et à quel point la libération était un moment absolument qui supplantait toute autre préoccupation, il faut savoir que c'est un véritable cauchemar. Le terme n'est pas forcément celui d'un historien, mais un véritable cauchemar qui va commencer pour 40 000 Européens.
Alors, vous verrez que souvent les bilans peuvent évoluer d'un travail à l'autre. Je suis resté sur ce comptage démographique qui me semble pertinent à partir de différentes sources. 40 000 Européens, donc 18 000 militaires. Donc presque la moitié de la communauté européenne dans l'Union, on ne disait pas encore l'Union indochinoise, en tout cas en Indochine, était composée de militaires. Voilà, et donc pour eux va commencer un cauchemar qui va en effet s'étendre jusqu'au mois de septembre, voire jusqu'au mois d'octobre, pour certaines communautés qui étaient notamment à Hanoï. Le cauchemar, et ce sera la seule allusion personnelle que je me permettrai au cours de cet exposé, a pris fin grâce à un événement auquel vous songez certainement. En tout cas, je me remémore toujours une phrase que j'ai entendue dans ma famille, c'est-à-dire essentiellement chez mes grands-parents. C'est la bombe atomique qui nous a sauvés. Phrase aujourd'hui un petit peu, comment dire, interpellante. Je vois quelques visages qui hochent, qui opinent du bonnet. Ça veut dire, je pense que dans ma famille, on n'était pas les seuls à dire ça. Je crois que c'était vraiment une phrase qui a été unanimement partagée par les survivants de cet épisode. On parlera du bilan tout à l'heure. C'est la bombe atomique qui nous a tués. Alors on reparlera évidemment des circonstances, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais de fait, la bombe atomique Hiroshima accélère la capitulation japonaise et, in fine, la libération des Européens. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, parce que la situation est très particulière en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne vais pas vous brosser évidemment toute l'histoire de la présence française dans la région, ça serait à la fois trop long, passionnant et hors sujet. Donc je vais simplement me fonder au mois qui précède l'effondrement en métropole de mai-juin 40, ce qui se passe dans les années 38, 39, 40. Il faut savoir, parce que ça va être évidemment la clé de notre réflexion aujourd'hui, que le Japon commence à s'intéresser de près à la situation en Indochine. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés dans un conflit contre la Chine, hein, vous connaissez cet épisode, et que même s'ils ont bien progressé, vous le savez, en Corée, en Mandchourie et sur la côte nord-ouest de la Chine, ils ont plus de mal à progresser vers le sud. Et quand ils observent la situation, ils constatent une chose très simple, c'est qu'il y a une voie d'approvisionnement absolument fondamentale pour les forces du Kuomintang, donc les forces nationalistes chinoises, et c'est ce train mythique, j'allais dire, le train du Yunnan, qui part d'Haiphong et qui prolonge jusqu'à Kunming, en Chine, en passant par Laokai, sur la frontière sino-tonkinoise. Évidemment, les autorités japonaises, et surtout l'état-major japonais, vit cette réalité de façon plutôt, en tout cas, n'accepte pas cet état de fait, puisque en effet cette voie d'approvisionnement apporte non seulement des denrées, mais aussi du matériel, des minerais, voire parfois de l'armement aux Chinois, hein, donc notamment tout ce qui est arrivé dans le port d'Haiphong. Donc on assiste à de nombreuses tractations de la part des Japonais pour mettre fin à ce trafic, hein, dans le sens cette circulation de biens et de marchandises. Mais les autorités restent assez fermes face au bras de fer qu'engage le Japon à cette époque-là. Le grand chef, si j'ose dire, le gouverneur général à l'époque, c'est le général Katrou. Et le général Katrou, voilà, en liaison étroite avec le ministère des colonies, refuse de céder au Japon. Et pour cause, on est en 1939, l'armée française a la réputation d'être l'une des plus performantes au monde, et ils n'ont aucune raison de s'alarmer face à la poussée japonaise, même s'il faut la prendre avec la plus grande prudence, mais la France se sent en position de force. Inutile de vous dire qu'après la débâcle de mai 40, les choses vont largement changer, et les autorités japonaises vont intensifier le bras de fer en étant cette fois-ci en position de force, puisque de fait, l'appareil militaire a quasiment non pas cessé d'exister, mais en position de faiblesse immense, y compris en Indochine, puisque beaucoup de forces vives, d'unités sont allées se combattre en métropole, et les unités qui restent en Indochine sont certes combatives et efficaces, mais désormais en nombre bien réduit. Voilà, donc le bras de fer s'intensifie. Le général Katrou, quand on lit ses écrits et ses échanges avec Paris, commence à vouloir
négocié, tergiversé. En tout cas, il est vite rappelé par le gouvernement et le 25 juin 1940, il doit céder sa place à un marin qui est l'amiral Decoux, surnommé Pampan, puisque vous savez que les marins aiment les jeux de mots, donc Decoux ça donne Pampan. L'amiral Decoux va prendre les rênes de l'Indochine. Le général Catroux va quitter l'Indochine. Vous savez que c'est sur le chemin du retour qu'il va rejoindre la France libre, dont il deviendra un nom majeur. Voilà. Alors, contrairement au général Catroux, l'amiral Decoux, lui, veut continuer à maintenir une position ferme face au Japon, mais il ne va pas avoir totalement gain de cause, parce qu'on arrive encore à communiquer avec la métropole, et depuis Vichy, puisque maintenant c'est à Vichy que les choses se jouent, on lui fait comprendre qu'il va falloir négocier si on veut tenir. Donc, il y a des accords, là je me réfère à mes notes parce que la chronologie est complexe, qui datent du 30 août 1940. Ce sont des accords importants qui sont signés à Tokyo par l'ambassadeur de France qui s'appelle Arsène Henry, avec son interlocuteur japonais Matsuoko. Et cet accord a des conséquences lourdes, puisqu'on va ouvrir un certain nombre de bases au Tonkin, de bases aériennes, on va les ouvrir aux forces japonaises et surtout à l'aviation japonaise. On va commencer à tarir la circulation des biens et marchandises qui allaient vers la Chine, et on accepte le déploiement de quelques premières unités japonaises. Alors, vous l'aurez remarqué, et je pense que vous en conviendrez à la fin de cet exposé, je vais vraiment adopter les choses d'un point de vue très français. Alors, je l'assume. Évidemment, j'ai essayé de travailler avec des sources japonaises, vietnamiennes, elles étaient moins pertinentes, mais japonaises. Elles méritent encore d'être exploitées. Donc vraiment, j'ai un point de vue très franco-français dans cette histoire, je vois les choses d'un point de vue français. Et donc, il est intéressant par rapport à ce qu'on va se dire ensuite concernant l'événement du 9 mars 1945, de voir les méthodes japonaises, une fois de plus sans forcément mettre une dimension morale dans leur façon d'agir, mais en tout cas plus une dimension méthodologique. Et il est très intéressant de voir la duplicité qui s'établit déjà à l'époque entre l'action diplomatique du Japon et l'action militaire. Pourquoi? Parce qu'à la suite des accords du 30 août dont je vous parlais, toute une série de négociations se poursuivent et débouchent sur la rédaction de conventions d'application de ces accords. Et donc les choses évoluent, pas forcément très vite. L'amiral Decoux a aussi essayé de freiner les choses, mais le 22 septembre, le document va être signé. Et donc chronologiquement, c'est quelques instants après la signature de ces accords à Hanoï que les Japonais vont déclencher une offensive extrêmement violente au niveau de la frontière sino-tonkinoise. C'est encore un épisode qui est peu connu, mais en effet, donc, les forces françaises ont déjà dû affronter violemment les Japonais dès le 22 septembre. C'est une attaque qui est faite totalement par surprise, on ne s'y attendait absolument pas puisque cette convention devait être signée. Je vous passe les détails, c'est assez étonnant parce que les Japonais vont s'excuser en disant que c'était un malentendu, que les forces sont parties sans recevoir d'ordre, etc. Bon, une fois de plus, ce ne sont que des hypothèses de ma part, mais on a vraiment le sentiment, et l'avenir le confirmera, qu'il y a quelque chose une tactique qui consiste à la fois de jouer la négociation et la violence opérationnelle. C'est une attaque qui est très violente. Pour les forces européennes, on va compter 35 morts. Vous verrez que les bilans ultérieurs sont évidemment beaucoup plus lourds. 35 morts et 2500 prisonniers. Je précise une chose ici, jusqu'à la fin de cet exposé, bien souvent vous allez voir que je ne suis pas en mesure de comptabiliser les morts indigènes, permettez-moi d'utiliser cette expression, on disait les Anamites à l'époque, les Vietnamiens, en tout cas à l'époque on disait les Anamites. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été décomptés, et pourtant Dieu sait s'ils étaient en première ligne face aux Japonais, notamment dans les unités de tirailleurs tonkinois et les unités coloniales. Donc, qu'ils me pardonnent, on a prié pour eux aussi tout à l'heure d'une certaine façon, en parlant des victimes militaires. Elles sont comprises dans le décompte, mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de bilan européen. 35 morts, 2500 prisonniers. L'effet est catastrophique, parce que même si les circonstances sont extrêmement particulières, voire 2500 officiers, sous-officiers, soldats, essentiellement des fantassins, des représentants de l'armée de terre, quelques marins, évidemment quelques aviateurs, mais c'est essentiellement des fantassins. L'épisode, le spectacle est absolument désastreux auprès des populations alamites notamment.
soit celles qui étaient déjà en position de pré-révolte ou qui vivaient mal la situation coloniale, soit au contraire auprès de ceux qui étaient fidèles mais qui voient que ceux qui devaient les protéger n'en ont pas été capables. Je n'entre pas dans les détails, il y a eu aussi des faits d'armes tout à fait remarquables, conduits par les forces françaises lors de cet épisode de septembre 1940. Mais en tout cas, le bilan est là. Je vais clore sur cet épisode fondateur. En tout cas, ce qu'a bien compris également l'amiral Decoux, son cabinet, ses états-majors, etc., c'est que le Japon ne sera pas du tout un partenaire facile à manier, c'est un euphémisme. Au cours des semaines, des mois, des années qui arrivent, on n'en sait rien, parce que l'Indochine devient, je reprends une expression du général de Gaulle qui disait c'est ce grand navire à la dérive. Il y a quelques lignes où il écrit ça dans ses mémoires. C'est ça, c'est vraiment une situation presque d'autarcie qui va se développer, où l'Indochine va vivre un peu en solitaire, au bout du monde, non pas loin du front, puisqu'on va parler de la guerre du Pacifique dans quelques instants, mais loin de la métropole, loin des intérêts de la France libre, loin des intérêts de différents protagonistes. Donc c'est une situation très singulière. C'est un face-à-face qui va se mettre en place entre donc les Français et les Japonais. À court terme, on est donc à l'automne, à l'hiver 1940, c'est un modus vivendi qui va se mettre en place avec les Japonais, qui, je rappelle, pour l'instant ne sont pas encore très présents, sinon au Tonkin. La politique de l'amiral Decoux, c'est tenir tout simplement, tenir la barre de l'Indochine, c'est le titre de ses mémoires d'ailleurs, à la barre de l'Indochine. Il faut tenir tout simplement sur le plan moral, parce que les populations, qu'elles soient européennes, chinoises, annamites, vont une fois de plus vivre dans cet espace totalement clos, sans possibilité d'échanger avec les métropoles, de revenir en métropole, etc. Donc on se prépare à ça. Donc tenir au niveau moral et diplomatique, survivre également au niveau économique. Petit à petit, la situation va être de plus en plus compliquée en termes de ravitaillement, en termes de production industrielle, manufacturière, etc. C'est vraiment très important pour lui. Il va aussi falloir tenir par rapport aux menaces militaires et diplomatiques. Alors je vous livre quand même un épisode, même si on est un petit peu loin du sujet, mais que j'ai découvert en faisant ce travail, parce que je l'ignorais totalement. Je découvre qu'en janvier 1941, la France doit faire face à une attaque, cette fois-ci des Thaïlandais. J'ignorais, à vrai dire, il y a encore jusqu'à 5 ans, que la France avait livré une guerre, courte il est vrai, aux Thaïlandais, donc qui attaquent en janvier 1941. La France les forces françaises vont bien résister. Et pour la petite histoire, sachez, je crois qu'il n'y a pas de marins forcément dans la salle, mais que c'est à Koh Chang, donc au large de la Thaïlande, que la marine française va défaire la marine thaïlandaise, et que cette fameuse bataille navale de Koh Chang est considérée comme la dernière victoire navale homologuée de la marine dans ces ampleurs-là, avec des navires de cette taille-là. L'amiral Decoux va aussi devoir faire face à des menaces, on disait autrefois, le terme est un petit peu désuet, subversives, notamment des sectes qui se développent, Kaodaïsme, secte Ao, je ne sais jamais dans quel sens on dit. Émergence du Viet Minh, on en reparlera après, mais si la chronologie est importante, il faut savoir que le congrès fondateur du Viet Minh a lieu en 1941, donc on est près des événements dont on vous parle. En mai 1941, à Paquebot, au Tonkin, avec déjà Ho Chi Minh, à l'époque Nguyen Ai Coi, qui organise le Viet Minh. Voilà, l'Indochine non seulement est en position d'autarcie, elle est en faiblesse économique, menacée par le Japon, menacée à l'intérieur. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué pour les autorités françaises. Un petit mot également, parce qu'on ne peut pas passer cette question sous silence. Évidemment, l'amiral Decoux a été nommé par Vichy, il est gouverneur général, il relève de l'autorité de Vichy, et disons clairement qu'il va essayer de décliner sur le territoire indochinois les grands principes de la Révolution nationale de façon assez soft. Pardonnez-moi pour ce nouvel anglicisme. Voilà, c'est Vichy sous les tropiques, pour reprendre un terme d'un historien, mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a des mesures d'exclusion des rangs de l'armée, de la fonction publique, des personnalités juives, franc-maçonnes, et plus tard des personnalités gaullistes. Donc ça existe dans les rues de Saigon, dans les rues d'Hanoï. On a des grands portraits du maréchal Pétain, des brochures diffusées auprès des populations autochtones, où on voit le maréchal qui est assimilé à un mandarin pour essayer de s'acculturer à la culture, aux attentes de la population locale.
Certains historiens font une focalisation sur cette question-là, je serais un petit peu plus mesuré au regard des témoignages qu'on a eus. Les habitants d'Indochine sous le gouvernement de l'amiral de Kouh ne sont pas obsédés par l'application de la Révolution nationale ou pour l'obtention d'une francisque. Une fois de plus, les priorités, vous l'avez compris, sont vraiment ailleurs. En tout cas, il fallait quand même le rappeler. Je vais faire un saut rapidement en avant, parce que sinon on n'arrivera pas aux événements. Évidemment, la grande inflexion, c'est l'avènement de la guerre du Pacifique, à partir de Pearl Harbor en décembre 1941, et surtout à partir de la bataille de Midway en juin 1942. Vous avez progression fulgurante des forces nippones de décembre 1941 jusqu'à Midway, et ensuite les forces américaines, enfin anglo-saxonnes même, puisque les Australiens et les Anglais sont très impliqués, vont mettre un coup d'arrêt à cette progression et petit à petit, très lentement, vont commencer à reprendre du terrain. Et c'est là que, une fois de plus, je vous avais parlé d'un saut rapide, ça va vraiment être très rapide. En tout cas, les Japonais comprennent assez vite, mais ça ne sera pas la seule raison, que parmi les voies de repli pour les forces japonaises déployées, notamment en Birmanie, en Malaisie, dans les Indes néerlandaises, etc., qu'il y a une voie de repli vers le nord et que cette voie de repli passe par l'Indochine. Donc pour eux, il est essentiel de sécuriser cette voie. Je voudrais simplement là aussi faire un tout petit retour en arrière. Sachez, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est important, que l'accord dont je vous avais parlé entre Arsène Henry et Matsuoko, qui avait ouvert le Tonkin aux Japonais, a été élargi avec un autre accord très important, signé par l'amiral Darlan et l'ambassadeur Kato à Vichy, qui là ouvre l'Indochine à l'ensemble des forces japonaises. Donc ça, j'aurais dû vous le dire plus tôt, pardonnez-moi pour ce léger oubli, donc on met un petit peu les choses en place. Cet accord existe avant le déclenchement de la guerre du Pacifique, en tout cas. Ça veut dire que les Japonais disposent en Indochine, je reprends l'expression d'un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet, d'un véritable porte-avions avancé sur le théâtre du Pacifique. Donc voilà, je reprends le fil un petit peu des événements. Donc, comment dire, préoccupation des Japonais qui veulent sécuriser cette voie de repli pour leurs troupes. Et tout va s'accélérer, en fait, à partir de l'automne 1944. À partir d'automne 1944, quelques éléments rapidement. Le général MacArthur débarque aux Philippines en mois d'octobre 1944. Et à partir de décembre 1944, c'est la reconquête de la Birmanie qui est largement enclenchée par les forces essentiellement britanniques et australiennes. Et donc, l'étau, pour reprendre une expression, un cliché, se resserre. Alors évidemment, les Japonais s'inquiètent de cette situation, d'autant plus que leurs services de renseignement, à droite et à gauche, les avertissent de la constitution et la structuration de réseaux de renseignement au sein de la population européenne d'Indochine. Ce n'est pas le cœur du sujet ici, mais c'est quand même très important de rappeler que des mouvements relevant soit d'Alger, soit plutôt du général de Gaulle, soit plutôt du général Giraud, soit plutôt des services britanniques, soit les services américains, se mettent en place. C'est une grande complexité pour démêler le fil de cette pelote qui est en train de se constituer, puisque certains qui sont à la fois renseignent les Britanniques sont aussi affiliés au général Giraud, pendant que d'autres sont affiliés au général de Gaulle. C'est très compliqué. En tout cas, ils sont tous animés du même désir. C'est parce que tout le monde en parle quand même. C'est d'anticiper une éventuelle attaque japonaise et surtout, de positionner d'emblée de faire en sorte que la libération, la France soit bien présente au rendez-vous. Donc, néanmoins, tous ces signaux qui sont les reflux militaires, l'émergence de réseaux de renseignement commencent à inquiéter Tokyo. Et accessoirement, ne les oublions pas, le dispositif militaire qui relève de l'autorité de l'amiral de Kouh, au total, au total 63 000 hommes, ce qui n'est pas une force à négliger, même si vous en doutez bien, au bout de 4 ans d'autarcie, l'armement est devenu parfois obsolète, parfois les cartouches, les obus ne sont plus en état de servir, surtout les hommes sont fatigués, 4 ans de séjour colonial ininterrompu, les choses ne sont pas simples, mais voilà, il y a 63 000 hommes appartenant à des unités dont certaines sont tout à fait prestigieuses. Donc, cette cristallisation s'opérant, j'arrive finalement au cœur de notre sujet, j'arrive au 9 mars. Gagnons du temps, accélérons un petit peu le processus. Le 9 mars, en effet,
c'est le coup de force, c'est vraiment la stupéfaction intégrale, même si, une fois de plus, hein, les éléments, on imaginait cette hypothèse, mais ce coup de force des Japonais déstabilise tout le monde. On a retrouvé dans les archives quelques rapports de la sûreté, notamment au Tonkin, qui commencent à voir des signaux dans les casernes occupées par les Japonais qui indiquent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Tout simplement, on voit les Japonais acheter par centaines des lampes de poche, des semelles de crêpes, etc. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, mais ni à Hanoï ni à Saigon, on écoute ces avertissements. Le coup de force, pour schématiser les choses, c'est l'ensemble des soldats japonais qui étaient stationnés dans les casernes, dans les commissariats, dans toutes les infrastructures qu'ils avaient occupées, souvent en périphérie des grands centres, des grandes métropoles. Ce sont toutes ces forces qui attaquent simultanément partout dans les 5 entités qui constituent l'Indochine, qui attaquent avec ils sont 70 000 à peu près, ils attaquent avec énormément de pugnacité, de violence, et en quelques heures, c'est-à-dire entre le 9 mars et le 10 mars, les principales villes de l'Indochine sont tombées. Saigon, Phnom Penh, Hue, Vientiane tombent en quelques heures. Avant d'entrer un petit peu dans le détail sur l'amiral Lecoux, puisque tout à l'heure le père nous a donné quelques éléments sur son arrestation, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il était parti d'Hanoï pour descendre à Saigon pour un entretien avec donc son homologue Matsumoto. Et l'ordre du jour de cette réunion, qui se tient, je crois, alors c'est pas le palais du gouverneur, à la résidence, j'imagine, l'ordre du jour est très simple. Il s'agit de régler des approvisionnements en riz, je crois, ce type d'éléments. Matsumoto dit, un des témoins de cet entretien, parce que Lecoux n'était pas seul face à Matsumoto, Matsumoto était assez nerveux, manifestement, et donc il joue la montre, donc il est évidemment au courant de ce qui va se passer, et en effet, à 18h, il sort de sa poche un ultimatum qu'il donne à l'amiral Lecoux en lui demandant de mettre toutes ses forces à disposition des Japonais, ce que l'amiral Lecoux, 1, refuse, et 2, en fait, on n'imagine même pas qu'il refuse. Son sort était déjà joué d'avance, il fallait l'interner, et il est immédiatement mis aux arrêts. C'est le cas d'à peu près tous les très hauts fonctionnaires de l'Indochine, ainsi que des chefs d'unités les plus prestigieux, en tout cas au niveau des brigades. Alors si on zoome un tout petit peu sur des situations locales, je voudrais quand même vous parler un tout petit peu plus du Tonkin, parce que c'est là où vont avoir lieu les combats les plus durs. Partout, on entend des coups de feu, des rafales, des explosions d'obus, à Saigon, à Phnom Penh, partout. Il y a des combats absolument partout. Au Tonkin, ça va être beaucoup plus âpre. Alors tout d'abord, à Haiphong, là pour le coup j'entrerai pas dans les détails, mais sachez qu'il y a eu des faits d'armes admirables à la caserne Bouette, je n'ai jamais su prononcer, mais j'imagine qu'il s'agit d'un grand nom de la conquête de l'Indochine, où va s'illustrer le colonel Lapierre. Je ne peux pas aussi ne pas vous parler des combats dans la citadelle d'Hanoï, qui sont héroïques, là sous les ordres du général Massimi. Voilà, dans toutes ces circonstances-là, une fois de plus, je vous parle d'unités fatiguées, sous-équipées ou mal équipées, bien entraînées, parce qu'on n'avait pas relâché la discipline. Et voilà, on est quand même, je répète, à 4 ans de séjour colonial pour les plus chanceux. Et donc, pour ceux qui ont vu qui connaissent cette histoire et qui ont vu cette séquence émouvante du film Dien Bien Phu de Schoenhofer, on est vraiment sur le même, comme l'artilleur Pirot, je crois. On met les canons sur hausse 0 à la fin pour tirer les derniers obus, et on finit par se rendre quand il n'y a plus une seule cartouche. Les unités qui vont se distinguer pendant ces combats, le 19e, RMIC, le 9e RIC, je ne développerai pas les acronymes, le 1er RTT, le 4e RAC, donc essentiellement des forces coloniales, un peu d'artillerie, pour l'essentiel. Souvent, ce sont des unités entremêlées qui se retrouvent face à l'attaque, qui se fusionnent et qui essaient de reprendre le combat de façon coordonnée. Si vous quittez les 2 grandes îles du Tonkin, c'est-à-dire Hanoï et Haiphong, sachez qu'évidemment, des combats aussi épouvantables vont se dérouler dans des noms qui vont résonner pour ceux qui connaissent l'histoire ultérieure de l'Indochine. Je vous parle évidemment de Lang Son, mais ça fait très longtemps, depuis l'incident de Lang Son. Je vous parle de Laokai, je vous parle d'Ajiang, je vous parle de Cao Bang, de Yenbe ou de Dong Dang. Ce sont tous ces combats extrêmement durs qui mettent
comment dire, ce sont souvent les mêmes unités, hein, ce sont souvent des bataillons, des compagnies de ces unités qu'on va retrouver à la frontière sino-tonkinoise. Tout le monde se bat avec héroïsme. Ainsi faut-il que je le dise, que des légionnaires de l'unité mythique d'Indochine, qui est le 5e REI. C'est au cours de ces combats que va commencer à s'illustrer le lieutenant Goupil, qui est, je crois, au 3e RTT, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Et alors, en préparant cette petite intervention, je n'ai pas su identifier dans quelle ville il était stationné, mais il est de ces combats, et de ces combats terribles. Quelques faits, là aussi, sur ces combats. Sachez qu'à Langson, donc là aussi, les forces françaises se battent vraiment avec héroïsme. Ce sont des faits d'armes magnifiques. 3e RTT, on en a parlé, 10e RMIC, 4e RAC, 5e REI. Ils se battent comme des lions, finissent par devoir rendre les armes comme partout, après s'être battus pendant souvent 24 heures. Vous savez que c'est à cette... Je vais commencer à vous parler, hélas, des exactions commises par les forces japonaises, puisque évidemment ça fait partie des singularités de cette attaque, c'est de voir l'action militaire se doubler à chaque fois, on va dire de crimes de guerre, hein, pour aller vite, pour dire les choses simplement. Donc à Langson, dont je vous parlais, après la bataille héroïque, on a décompté 1125 militaires français, européens et indigènes qui vont être massacrés immédiatement par les Japonais à la mitrailleuse ou à la baïonnette sur les parois de la citadelle ou dans une rivière à proximité de la citadelle de Langson. Le général Lemonnier, Émile Lemonnier, dont vous connaissez peut-être le nom, qui était sur place est capturé. On l'emmène dans des grottes, dans un endroit appelé Kilwa, où il va être décapité à coups de sabre quelques jours plus tard, avec quelques hommes autour de lui. Sans jugement, évidemment. À Agyang, on assiste à des massacres terribles également, et malheureusement à des viols sur les civils, puisque les civils ne sont pas épargnés par les Japonais. Je voudrais vous parler également de Dongdang, parce que vous connaissez peut-être cet épisode. Alors Dongdang est une localité encore plus petite, et cette fois-ci je voudrais vous parler du soldat Fernand Cron. C'est un épisode qui a été largement raconté après la guerre, là pour le coup, même si je vous disais que cette histoire était méconnue, l'épisode du soldat Fernand Cron est connu, puisque lui-même a été arrêté avec ses camarades tonkinois. Et là, pour le coup, ce sont des fosses qui sont creusées, au bord desquelles on fait aligner les hommes par dizaines, on les décapite les uns après les autres, et le soldat Fernand Cron va être décapité. Mais il va y échapper. C'est une histoire totalement folle, c'est-à-dire qu'il bascule dans le fossé, pardonnez-moi de le dire avec un petit sourire, c'est plutôt un sourire de reconnaissance à la Providence. Il va basculer dans le fossé avec une plaie épouvantable sur la nuque, mais il a, je ne sais pas par quel miracle, le sabre de son bourreau a dévié, donc le lendemain il va pouvoir s'extraire de sa fosse, marcher sur des kilomètres et être récupéré par une unité française en fuite. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est une histoire assez étonnante. Et je terminerai par une évocation rapide du combat de Akkoy, où le capitaine Régnier, qui dirigeait le poste, a été, s'est sacrifié, on l'avait, conduit devant sa femme et sa fille qui étaient sur place, menaçant de l'exécuter. Il a accepté évidemment de se faire exécuter plutôt que de céder, d'être exécuté sous les yeux de son épouse et de sa fille. Pourquoi je vous parle de cet épisode? Parce qu'il y a une figure légendaire qui, à ce moment-là, va essayer de venir à son secours, qui n'était pas très loin, qui est le colonel Lecoq, qui, c'est en allant au secours du capitaine Régnier qui va le tuer d'une balle en plein cœur. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il a donné également son nom à une promotion de l'école spéciale militaire. Voilà. Pour vous donner quelques autres éléments sur cette... on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez dit lors de votre intervention, je ne peux pas m'étendre sur tout. Sachez que beaucoup de ceux qui ne sont pas capturés, pour reprendre l'expression, prennent la brousse, c'est-à-dire qu'ils partent parfois avec un bermuda, des souliers, une chemisette, une arme éventuellement quand il y en a une, pas de médicaments, pas de vivres, et ils partent en brousse. Alors la brousse, c'est la jungle, la mangrove, les herbes à éléphants, c'est ce que vous voulez, hein, c'est très différent, c'est l'expression générique. Et donc ces gens partent, certains vont être capturés, abattus sommairement, vont mourir d'épuisement, certains vont disparaître à tout jamais, on ne les connaîtra pas. D'autres arrivent à se structurer. Alors, donc, je voudrais vous parler par exemple de ce qu'on appelait la colonne Rago, qui a pu se structurer en Annam, en Cochinchine puis en Annam, qui a réussi à marcher longtemps et à se battre et à infliger des pertes aux Japonais. Et je vous parlerai évidemment de la colonne Alessandrie, que vous connaissez peut-être de nom, qui s'est constituée au confluent de la rivière Noire et du fleuve Rouge. Et donc, là, pour le coup, qui était substantielle, avec une forte présence de légionnaires parmi les hommes qui sont montés, mais pas que. Et donc, qui a réussi cet exploit de remonter de
cette région un petit peu située à l'ouest, pardon. Donc tout à l'heure je vous parlais de la Chine de l'ouest, c'était la Chine de l'est. Bon là, je me suis trompé. En tout cas, qui va partir de cette région située à l'ouest d'Hanoï et qui va réussir en 750 km à gagner la Chine. Et je vous donne ce petit épisode au passage. Il y a parmi ces légionnaires un homme qui s'appelle le capitaine Gaucher, du 5e REI. Et le capitaine Gaucher passe par Dien Bien Phu. Et parce que c'est ça qui est extraordinaire, dans les archives, vous retrouvez les journaux de marché-opération de ces hommes qui sont dans un état mais de déréliction complète, mais le JMO est parfaitement tenu. Et le capitaine Gaucher, à propos de Dien Bien Phu, écrit « Ici, c'est vraiment une cuvette indéfendable ». Il sera tué lui-même à Dien Bien Phu, à la tête de son unité, à la tête de la 13e DVLE, 9 ans plus tard. Il avait déjà vu les choses. C'est un des éléments qui m'a le plus saisi quand j'ai travaillé là-dessus. Le temps passe malheureusement trop vite. Je dois évidemment vous parler une fois qu'on a parlé de ces combats, de ces unités qui ont essayé de s'enfuir. J'aime pas ce mot-là, mais c'est ça. En fait, c'est quand même d'échapper aux mains des Japonais, souvent pour reprendre le combat. Il ne s'agit pas d'une fuite, d'une débandade, même si ça a pu exister, mais ce n'était pas le cas, en tout cas dans les exemples dont je vous ai parlé. Que se passe-t-il pour ceux qui sont tombés sous la botte japonaise? C'est ce que j'ai appelé dans un de mes chapitres l'heure de la Kempeitai. Bon, c'est un petit peu facile. La Kempeitai, c'est la gendarmerie militaire japonaise. Mais les survivants de l'époque parlent de la Gestapo japonaise, et on peut penser que le terme n'est pas impropre. Car les objectifs et les méthodes, en tout cas les méthodes, sont les mêmes. Donc il faut savoir que cette Kempeitai va ouvrir des centres d'emprisonnement et de collecte de renseignements, c'est un euphémisme pour dire torture, dans les principales villes du Vietnam, Hanoï, Haiphong, Nam Dinh, Dalat, Vinh, Hue, Nha Trang, Saigon, Phnom Penh, Vientiane. Partout, il y a des antennes de la Kempeitai qui sont ouvertes, dans lesquelles les conditions sont absolument insupportables. On y enferme tous les suspects, tous ceux qui sont susceptibles d'appartenir à un réseau d'enseignement, tous les gens qui appartiennent aux élites locales, aux cadres locaux importants, aux personnalités, et pas que. Les kidams aussi sont arrêtés pour des motifs futiles, sont enfermés dans des cages à tigres absolument infectes, sordides, torturés de la façon la plus ignoble qui soit. Je passe sur les détails, mais voilà, la Gestapo n'a rien inventé, tout a été fait également par la Kempeitai. De ces cages à tigres, on sort parfois dans un très sale état, on sort surtout mort. Beaucoup de ces suspects meurent sous la torture, ou quelques jours après, quelques heures après, à peine libérés. Certains disparaissent à tout jamais. D'autres, ça c'est une subtilité de la Kempeitai, sont incinérés, et on va très poliment rendre l'urne à la famille ensuite, ce qui est absolument en plus inhumain, mais terrorisant, pardonnez-moi, ces jugements de valeur, mais ils sont assez justes. Voilà. Je vous parle de ces personnalités incinérées, il y en a une qui a marqué beaucoup de gens, les exemples pourraient se multiplier à l'infini, je suis sûr que dans l'assistance, il y a des gens qui ont des idées, des noms à donner. Je pense à Georges Grolier, par exemple, qui était le conservateur du musée de Phnom Penh, qui était un homme d'une très grande érudition, spécialiste des ruines d'Angkor, et qui sera affreusement torturé, incinéré et rendu à sa famille dans une urne. Ça a été dit également tout à l'heure, les Japonais vont ouvrir, je pèse mes mots, mais 2 camps de concentration, c'est exactement ça. Ce sont des camps d'internement de mort lente à Hoa Binh, au Tonkin, à Pak Song, au Laos, où là l'objectif est clair, c'est de faire mourir en quelques semaines les détenus, par le travail évidemment, par la sous-nutrition, par les coups, par la torture, par les exécutions. Sachant qu'en plus dans le climat équatorial, les maladies se ruent immédiatement sur les organismes affaiblis, la borbouille, le paludisme, la dysenterie, et j'en passe. Et donc la mortalité est absolument effrayante et se rapproche en très peu de temps de celle enregistrée dans les camps où étaient enfermés Australiens, Britanniques, etc. Vous connaissez ces histoires affreuses. Voilà, ça c'était pour brosser un peu le tableau un peu de l'horreur. Il n'y a pas d'autres mots. Néanmoins, la situation militaire évolue, trop lentement pour les Européens d'Indochine, mais elle évolue. 1er avril, c'est la bataille d'Okinawa, la fin de la bataille d'Okinawa qui marque quasiment l'effondrement japonais. Le 2 mai 1945, les Anglais sont à Rangoon, en Birmanie. C'est le moment où le Viet Minh commence à s'organiser. Ho Chi Minh disait tout le temps qu'il attendait l'occasion favorable pour frapper. Il commence à se réunir, il voit que les choses évoluent, il se dit qu'il y a une possibilité d'action. Ce n'est pas le cœur de mon sujet, de vous parler du Viet Minh, mais je vais vous en dire quand même quelques mots.
Il faut savoir que ce Viet Minh, qui voit l'occasion favorable, c'est le deuxième élément que je voulais rappeler, parce qu'il est quand même très saisissant. À l'époque, il est soutenu objectivement par les services spéciaux américains. Donc c'est extraordinaire. Les services spéciaux américains soutiennent le Viet Minh, et 20 ans plus tard, la CIA les affronteront de la façon la plus violente plus tard, 25-30 ans plus tard. Très paradoxal, mais pourquoi? Parce que Roosevelt, animé de ses idées, enfin, je dis ça avec objectivité, hein, mais sa vision très des droits de l'homme, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, je dis ça une fois plus sans réserve, voulait évincer, il a dit objectivement autour de lui, voulait évincer les Français d'Indochine. Pour lui, la défaite des Japonais devait s'accompagner du départ des Français. J'avance un petit peu dans la chronologie. Roosevelt, vous le savez, va mourir. Il était très malade. Il est remplacé par Truman, qui décide d'envoyer, de bombarder Hiroshima et Nagasaki. 6 août, 9 août, 150 000 morts, entre 120 et 220 000 morts en 2 bombardements. Le 15 août, Hirohito capitule. Il y a tout un débat historiographique pour savoir si c'est la bombe atomique qui accélérait la capitulation. On n'entre pas dans ces détails, on voit juste le rapprochement chronologique. Et le 2 septembre, puisqu'il faut avancer vers la fin, c'est la signature de la capitulation officielle par l'état-major japonais et les alliés à bord du Missouri, le navire américain au large de Tokyo. Le général Leclerc est là, il représente la France, quand même. Alors évidemment, la nouvelle finit par arriver chez les prisonniers, de l'effondrement des Japonais, de l'effondrement annoncé. C'est là que naît cette fameuse phrase, c'est la bombe atomique qui nous a sauvés. Elle naît précisément à ce moment-là. Mais ce qui est absolument déchirant, là aussi je prends position, en tout cas j'utilise un terme connoté, c'est que tous ceux qui s'imaginaient un retour, non pas forcément à la normale, mais enfin la fin, la peur, d'une certaine façon, ne sont pas, pardonnez-moi, au bout de leur peine, si j'ose dire, car vous savez qu'à la conférence de Potsdam, à laquelle De Gaulle n'était pas invité, a été décidé notamment ça veut dire que j'ai dépassé mon temps. Alors, je vais vite conclure. La conférence de Potsdam a décidé qu'après la chute du Japon, le Nord serait confié aux Chinois, le Sud aux Britanniques. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes ou pas? C'est vrai? Merci. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les prisonniers, tous les hommes, j'ai oublié de vous le dire, qui ont été aussi enfermés à la citadelle d'Hanoï ou à Ichung, etc., voient que les Japonais sont toujours là, l'arme au pied, armés, et qu'ils attendent les Chinois. Donc c'est ce qui va se passer. Les Chinois vont se substituer aux Japonais dans tout le nord de l'Indochine, avec, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, avec en plus la présence désormais officielle, visible du Viet Minh, qui est arrivé à Hanoï, qui a déployé le drapeau de l'étoile rouge sur le fond jaune, et qui essaie de prendre le pouvoir à ce moment-là. Donc pour les Français qui sont encore enfermés, ils ont des Japonais qui les gardent, des Chinois qui arrivent et des Viet Minh qui veulent les tuer. Donc autant vous dire qu'on est passé de la peste au choléra. Dans le sud, la situation est toujours lente parce que les Britanniques vont mettre du temps à arriver. Donc là aussi, les Français qui étaient parqués dans des camps, puisqu'il faut savoir qu'aussi dans les villes européennes, il y a eu de véritables ghettos qui ont été montés. Il n'y avait pas que des militaires emprisonnés, les populations civiles étaient parquées dans, j'emploie ce terme de ghetto, attention aux associations d'idées évidemment, mais c'est ça, des quartiers clos, fermés, surveillés, dans lesquels on mourait de faim également. Mais donc dans ces ghettos, dans ces camps, on doit attendre l'arrivée des Britanniques qui n'arrivent pas. Et donc on continue à voir des Japonais avec leurs sabres, leurs fusils à baïonnettes qui gardent les entrées. Les choses vont finir par se décanter. Vous savez que le général Leclerc arrive à Saigon en octobre, mais il n'arrivera dans le nord de l'Indochine que bien plus tard, en début 1946. Et donc pour la population du Sud, les choses vont commencer à se détendre un petit peu plus tôt, et il faudra attendre le début de 1946 pour que les habitants du Tonkin commencent à respirer un tout petit peu plus. Voilà, tout ça est vraiment très dur et très humiliant également. Il faut savoir que tous les hommes de la colonne Alessandrie qui avaient réussi à arriver en Chine de façon héroïque, on leur a interdit de redescendre en Indochine pour venir au secours de leurs compatriotes. Ils ont dû se soumettre aux autorités chinoises, la mort dans la main. J'en arrive à l'heure du bilan. Là aussi, les bilans sont extrêmement difficiles à établir. Je suis en tamisant, en croisant des bilans, en me fondant sur un certain nombre de sources. On estime qu'environ 3000 Européens, voire un petit peu plus, sont morts pendant cet épisode. Je vous rappelle que la population était de 40 000 Européens. 3000 morts, honnêtement, on peut se dire, bon, c'est très lourd. Je vous donne un autre exemple. Les comparaisons de Caruso. Le 9 mars 1945, le jour où les Japonais attaquent, l'aviation américaine, l'aviation de bombardement,
va attaquer et bombarder Tokyo, à force d'un coup de bombe incendiaire, va raser 50% de Tokyo. Juste cette nuit du 9 mars 45, c'est 100 000 morts pour les Japonais. Donc voilà, je ne fais pas de comparaison. Mais je vais quand même en faire une autre, si vous m'y autorisez. Cette fois-ci, évidemment, pour montrer l'horreur de ce qu'ont vécu les Européens d'Indochine. 3 000 morts sur 40 000 personnes, c'est comme si en France, 3 millions de Français métropolitains étaient morts sur une population à l'époque de 40 millions de métropolitains, hein, en 6 mois. C'est absolument colossal. Donc il n'y a pas une famille ou presque qui n'a pas connu un disparu, un mort, un torturé, un camarade ou un frère ou une sœur, plutôt un frère, la mort au combat. Qu'en est-il de la justice? La justice est à peine passée derrière. La justice qui était là pour juger les crimes de guerre, les massacres de Langson, Accueil, Cordon aussi. La justice est à peine passée. Les Français ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de dresser des listes de suspects, aller les chercher. Le Japon commençait à passer dans l'orbite américaine et devait aider un socle important pour faire barrage à l'Union soviétique. Donc on s'est un peu accommodé du Japon qui devenait un allié, en tout cas économique et géostratégique. La guerre d'Indochine, dans l'acception commune du terme, avait commencé, donc le rendre justice pour les victimes de mars à septembre 1945 passait au second rang. Néanmoins, il y a eu un procès qui s'est tenu à Saïgon de 1946 à 1950, 229 accusés, au cours de 39 procès différents, quelques chiffres rapidement, in fine 63 condamnations à mort, dont 37 par contumace. Donc en tout, 26 criminels de guerre japonais, en tout cas jugés comme tels, ont été fusillés à Saïgon en réponse aux crimes perpétrés pendant ces 6 mois. Je vous promets que j'ai presque fini pour vous parler évidemment de ce qu'il advint de la population européenne d'Indochine, qui s'est réjouie de voir arriver les hommes de Leclerc, de voir arriver ces Français qu'on attendait tellement, et qui se sont retrouvés, pour beaucoup, considérés comme des collabos du régime de l'amiral de Kouh, lui-même étant nommé par Vichy. Donc, par un ricochet cruel, on a considéré que les Français d'Indochine étaient pétinistes, vichistes et donc passibles de l'épuration. De fait, il y a eu des commissions d'épuration qui sont mises en place. Dans certains cas, je vous en parlais, il y a eu quelques éléments problématiques, évidemment, par rapport à l'application des mesures discriminatoires de Vichy. Mais ces commissions ont fait un énorme travail, si j'ose dire, et ont brisé énormément de carrières, ont pris des sanctions lourdes. Donc, beaucoup de ces Européens sont revenus en métropole discrètement, pas honteusement, ils n'avaient pas honte de ce qu'ils avaient vécu, mais en tout cas ils n'ont pas été bien accueillis du tout. Et pour beaucoup, je ne voudrais pas entrer dans la psychohistoire, mais ça reste quand même un épisode traumatique parce que finalement, justice n'a jamais été rendue pour les souffrances qu'ils avaient endurées. J'ajoute que d'un point de vue tactique, épurer tous les cadres de l'Indochine, notamment ceux de l'autorité civile, a été, je me permets ce jugement de valeur, une véritable erreur. C'est-à-dire qu'il y avait des gens comme Georges Gauthier, par exemple, et d'autres qui connaissaient par cœur le théâtre indochinois, qui ont été très utiles dans la négociation qui devait être conduite avec le Viet Minh pendant la guerre d'Indochine. Tous ces gens, toutes ces intelligences n'étaient plus là, de fait. L'amiral de Kouh a eu droit à un procès, il est allé voir le général de Gaulle en revenant en métropole. Il a bien senti que le général de Gaulle, ça ne l'intéressait pas et qu'il était passé à autre chose, voire qu'il pouvait pas mal de dédain. Donc, procès, épuration, non-lieu en 1949, donc 4 ans de procédure judiciaire. Voilà, je m'arrête là. En tout cas, ce qu'on peut retenir de cet épisode, au-delà des souffrances que j'ai essayé de retracer, mais ce n'est pas le cœur des choses, c'est aussi tout simplement de dire l'histoire telle que c'est passé. Ça me semble en effet pas superflu de considérer, enfin pas absurde de considérer que la guerre d'Indochine, qui s'achèvera à Dien Bien Phu en 1954, elle commence vraiment le 9 mars 1945 lors du coup de force japonais. C'est pas une vue d'esprit, très clairement, toutes les forces qui vont s'affronter, se cristallisent à ce moment-là. Je veux dire, même les Japonais vont rester dans la boucle, puisque certains d'entre eux, c'est quelques centaines d'entre eux, vont prendre à leur tour la brousse pour aller encadrer le Viet Minh. Voilà, je me permets aussi de vous livrer une autre hypothèse, je ne suis pas le seul à la formuler. On peut aussi considérer, si vous faites la chronologie, que les grandes guerres de décolonisation, les grands conflits de décolonisation commencent vraiment le 9 mars 1945 en Indochine. Vous savez qu'en Indonésie, Sukarno commençait lui aussi à faire de l'agitation, mais ce grand mouvement de la décolonisation qui va se poursuivre jusqu'en les années 70 peut commencer à ce moment-là. Voilà, je m'arrête ici, pardon d'avoir dépassé sur l'horaire. Désolé. On remercie Guillaume Zeller pour cette présentation très brillante du coup de force.
Voilà, on vous conseille aussi, je vous conseille très fortement de lire son ouvrage Les cages de la Campétaille, qui sont vraiment l'ouvrage de référence sur le sujet. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'équivalent jusqu'à présent, à la fois en termes de synthèse sur le sujet et aussi vous voyez tous les lieux d'intervention. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très exhaustif et je pense qu'il n'y a pas eu d'équivalent jusqu'à présent. Donc vraiment un livre à conseiller.